Donc d'abord, bonjour, donc mon nom est Mireille Goumens et je travaille au cabinet de la ministre Onkelings pour la santé mentale. Je voudrais d'abord, de toute façon, excuser l'absence de Madame Onkelings qui est retenue par d'autres obligations ce matin. Elle aurait vraiment voulu être ici ce matin parce que cette problématique de la psychothérapie et de la santé mentale lui tient vraiment à cœur. Et cette problématique est parmi les priorités de sa politique de santé. L'amélioration des soins en santé mentale pour notre population et le développement et le soutien à la première ligne de soins sont vraiment essentiels dans le contexte actuel. On va vous présenter après moi les résultats de l'étude Solidaris sur la santé mentale des Belges et on constate dans cette étude que la santé mentale a tendance à se dégrader avec les conditions actuelles de vie et de crise économique et que donc cette dégradation de la santé mentale affecte en priorité les plus démunis. Cette étude montre que la prévalence d'une série d'affections mentales comme la dépression, comme les tentatives de suicide, la prévalence de ces actes est beaucoup plus élevée dans des groupes fragiles comme les demandeurs d'emploi, les parents de familles monoparentales, les personnes avec des revenus faibles que dans le reste de la population. 22%, donc plus de 1 demandeur d'emploi sur 5, se dit en dépression grave. Donc, lutter contre le chômage, ce n'est pas seulement rendre notre pays plus fort au niveau économique, lutter contre le chômage est aussi une question de santé. Donc, c'est un problème qui est majeur et qui doit devenir aussi une priorité de santé publique. Donc, comme je le disais, améliorer la santé mentale passe par l'amélioration. Donc, améliorer la santé mentale passe par l'amélioration des conditions de vie des moins favorisés pour permettre une réelle prévention de ce mal-être, c'est pas toujours bien nommé, qui touche d'autant plus les personnes que leurs revenus et le niveau social sont bas. Et donc, je pense que vous avez tous vécu avec nous ce mois assez pénible que nous venons de vivre de conclave, où tous les budgets, toutes les lignes budgétaires ont été repassées l'une après l'autre, et pour chacune on devait essayer de se battre pour garder le dernier centime. Donc je pense qu'à ce niveau-là, la ministre Onkelings s'est vraiment battue lors du dernier conclave pour garantir que les revenus les plus bas puissent être maintenus, parce que c'est vraiment le revenu qui est un des grands déterminants de la santé pour la santé mentale. Mais donc, il y a d'une part, on doit travailler sur les déterminants de la santé par l'amélioration du bien-être, des conditions de vie, du logement, de l'emploi, enfin toutes ces choses-là. Mais c'est sûr que travailler uniquement sur les déterminants de la santé ne suffit pas pour résoudre les problèmes psychologiques concrets des personnes qui se trouvent devant vous et devant les médecins généralistes avec leurs souffrances. Il faut aussi améliorer l'accès et la qualité des soins pour que chacun puisse trouver une aide quand il présente une souffrance psychologique. Et ici aussi, l'étude de Solidaris est intéressante et Bernard en a fait une très belle, un très beau résumé en expliquant un petit peu le parcours du combattant, du médecin généraliste et du patient et puis du psychologue devant cette souffrance. La personne en souffrance psychologique a tendance à s'intéresser d'abord à son entourage et puis comme premier professionnel à son médecin généraliste. Et là, comme l'expliquait Bernard, il arrive avec son paquet et dépose son paquet sur la table. Et dans ce paquet, il y a du somatique, il y a du psychologique, il y a du social, il y a du ras-le-bol, enfin, il y a des émotions, il y a du vécu, il y a des plaintes somatiques, il y a de tout. Alors c'est tout le travail là qu'expliquait Bernard, de voir un petit peu qu'est-ce qui est pour moi, qu'est-ce que je dois référer, est-ce que le patient veut être référé, est-ce qu'il accepte d'être référé, est-ce qu'il ne nie pas la problématique, enfin, donc, puis si jamais le patient accepte que le généraliste ne peut pas tout faire dans cette situation-là, il faut encore, c'est l'étape suivante dont parlait Bernard, mais à qui le référer? Dans cette masse de personnes, d'institutions, comment est-ce que je vais le référer. Et donc je pense que, et là on devra également tenir compte des possibilités financières de son patient. Donc je pense que ce colloque est la volonté de cerner, d'expliciter les différentes possibilités offertes concrètement aux personnes a toute sa pertinence dans notre contexte de crise actuelle. Et donc ce matin, même s'il y a quelques changements apparemment de programme, va nous permettre de voir comment, dans des pays voisins,
on essaie d'avancer dans ce domaine. Et donc je pense que pour nous, si au niveau politique, ça pourrait être une source d'inspiration et de réflexion pour voir comment, chez nous, on peut améliorer l'accès à la santé mentale dans nos populations. Cet après-midi sera consacré plutôt à des questions plus concrètes rencontrées au quotidien. Là aussi, il y a divers ateliers qui vont vous donner des pistes intéressantes pour qu'à l'avenir, on puisse voir comment mieux les intégrer dans le débat. Donc il y a un atelier sur les différents courants psychothérapeutiques, pour qui, pourquoi, comment, le rôle du médecin généraliste et son aspect psychothérapeutique, la collaboration dont parlait Bernard entre le médecin et le psychothérapeute, et puis le travail en réseau avec tous les autres acteurs de la santé mentale. Alors, c'est vrai que la première question qu'on pose, c'est est-ce que le médecin généraliste est un psychothérapeute? Son action auprès de son patient et de son entourage est-elle une action psychothérapeutique? Alors, de quelle formation supplémentaire éventuelle aurait-il besoin? Quel est son rôle spécifique dans la prise en charge de patients dont la pathologie psychosociale est plus complexe? Donc, là, c'est une question plus sur les généralistes. Alors, Koen en a reparlé aussi. Par ailleurs, le statut des professionnels qui peuvent apporter une aide à un patient en souffrance psychologique n'est pas très clair. Donc, il y a l'INAMI qui reconnaît les psychiatres, ça c'est clair, il y a un statut, il y a une nomenclature INAMI, un remboursement, donc c'est relativement clair et le remboursement permet une certaine accessibilité des soins. Je mets le mot certaine comme entre guillemets. Par contre, le statut des psychologues, le mot psychologue c'est un diplôme, donc on sait bien ce que c'est un psychologue, mais ça n'ouvre aucune aide financière, quelle qu'elle soit, et donc, en plus, un psychologue est-il psychothérapeute? C'est encore une autre question. Et donc, enfin, ce terme de psychothérapeute, je ne le connais pas. Au niveau fédéral, je ne sais pas ce que c'est aujourd'hui. Donc, pour moi, psychothérapeute, ça n'existe pas. Oui, je m'en provoque, monsieur. Donc, c'est un concept difficile à traiter parce que la gamme de possibilités derrière ce mot est énorme et la définition des compétences plus complexe. Je pense que Koen a bien redit dans son introduction que ça pouvait varier du prof de religion avec quelques heures de formation supplémentaire à des gens qui ont des formations universitaires de plus de 10 ans. Il y a un panel qui est extrêmement large et on doit essayer de voir ce qui est là derrière. Alors, enfin une fois le statut de chacun défini sur les mieux possible, il faut maintenant que tous ces gens collaborent ensemble, les faire travailler ensemble, tous ces intervenants, au profit évidemment de la personne en souffrance. L'idée n'est pas de tourner dans ce réseau pour le bonheur de faire un réseau. Comment réellement travailler en réseau, d'autant plus qu'à côté de ces soignants que j'ai cités comme les psychiatres, les thérapeutes, les psychologues, il y a une foule d'autres institutions, de structures qui sont mises en place justement pour aider, pour accroître l'accès de tous aux soins de santé mentale et encourager la prévention. Bernard a parlé des maisons médicales, il y a les services de santé mentale, il y a les centres PME dans le cadre scolaire, il y a les consultations hospitalières. Enfin, les ressources sont énormes. Enfin, sont peut-être pas énormes, mais sont multiples, dirons-nous. Un autre atelier cet après-midi se penchera sur la collaboration possible entre le psychothérapeute et le médecin généraliste. Là aussi, Bernard, par un exemple concret, a bien montré le problème. Le secret médical n'est pas toujours facile à partager, mais le généraliste a besoin parfois d'avoir un retour sur ce qu'il a initié et se sent parfois démunis pour savoir comment chacun peut collaborer, quel est le rôle spécifique de chacun, comment se compléter sans se concurrencer, parce que on reste des êtres biopsychosociaux. Il n'y a pas le médecin généraliste qui s'occupe de l'aspect somatique et puis le psy, je ne sais pas comment je vais l'appeler, qui s'occuperait du psychisme. Et donc il faut que le patient puisse entendre un seul discours
qui sera un discours qui soit différent peut-être de part et d'autre, mais qui soit cohérent pour sa propre compréhension de sa vie et du rôle des deux intervenants dans sa vie. Donc, je pense que le thème de cette journée est un super enjeu pour l'avenir, et je suis sûre que la ministre sera très attentive aux conclusions de cette journée, et elle vous la souhaite passionnante et fructueuse.